L'invité de Smart Impact, c'est Sébastien Guillot. Bonjour. Bonjour Bienvenue. Vous êtes le président de Bluenomie. Alors, je vais commencer par vous demander de nous présenter Bluenomie. C'est une société de conseil spécialisée en enjeux environnementaux, notamment. Oui, alors Bluenomie, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui est spécialisé sur les enjeux climatiques et environnementaux pour faciliter et accélérer la transition des entreprises et du monde financier. On est 120 en France, au Royaume-Uni, en Australie et à Singapour. D'accord. Et on est une équipe d'experts, d'ingénieurs, de scientifiques qui aident les entreprises et le monde financier à accélérer sur la trajectoire de transition. Alors, vous avez rédigé une tribune après la COP30 au Brésil, la COP de Belém, pour mettre en avant le rôle du monde économique face aux enjeux climatiques. Pourquoi ? Parce que elle vous a déçu, cette COP, d'une certaine façon ? Alors, les COP sont utiles. Et je pense qu'on est dans une deuxième phase après les 10 ans de l'accord de Paris, qui était il y a 10 ans maintenant. On a eu une phase assez dynamique, très favorable, qui a donné lieu à des engagements des États, qui a donné lieu à beaucoup d'engagements des entreprises aussi. Et aujourd'hui, au vu du contexte géopolitique qui a un petit peu changé, on pense que c'est les entreprises qui doivent prendre le relais parce que le contexte géopolitique est peut-être un tout petit peu moins favorable. Il est même beaucoup moins favorable. Absolument. C'est vrai qu'il y a les États-Unis, mais pas seulement. Il y a des grands pays qui avaient décidé de ne pas y aller. Absolument. À Belém. Non, absolument. Et donc, on voit que ce multilatéralisme, qui est très utile, parce que le climat, le carbone est un sujet global, donc on a besoin de ça. On pense que sur le court terme, et pour atteindre les objectifs déjà en 2030, les entreprises doivent prendre le relais parce qu'à leur niveau, elles ont énormément de leviers d'anticipation, de maîtrise des risques aussi climatiques, mais aussi de création de valeur, qui leur permet finalement de résoudre ce problème peut-être plus vite. Mais alors, c'est vrai que les États-Unis, l'État américain n'était pas représenté, mais il y avait les entreprises, il y avait des États au sens Californie ou autres qui étaient là. Donc, il y a quand même, il y a une partie de l'Amérique qui continue d'une certaine façon. Il y a une partie de l'Amérique qui continue. L'Europe est encore très, très engagée. L'Asie l'est aussi. Pourquoi ? Parce que tous ces États voient quand même émerger des risques climatiques de plus en plus forts. Et donc, déjà, à l'aune de ces risques, ces États doivent forcément s'engager dans une trajectoire. Et on sait qu'il faut que les États et les entreprises s'engagent sur des trajectoires de diminution carbone pour aussi maîtriser les risques climatiques qui vont venir et qui seront du coup moins importants. Ça veut dire que c'est la peur qui est le moteur ? C'est jamais très bon, mais... C'est jamais très bon. Et nous, ce qu'on essaye de faire, et aussi pour les entreprises, c'est certes, il y a une maîtrise des risques qui est indispensable, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités de création de valeur en développant des nouvelles activités, en maîtrisant mieux finalement les risques sous-jacents. Mais c'est un sujet positif, la transition, et ça doit l'être. Et c'est effectivement, alors nous on y participe humblement, on essaye de faire en sorte que le discours soit également peut-être moins anxiogène ou culpabilisateur et un peu plus positif. Ça ouvre des perspectives qui sont assez fascinantes et passionnantes, une perspective de défi collectif. Mais je voudrais qu'on parle de l'efficacité et de l'interaction entre le politique et l'économique. Vous nous dites les entreprises, parce qu'il y a ce climat de retour de bâton, de coups de frein donnés par les États-Unis, et aussi par l'Europe, très clair, il faut que les entreprises continuent. Est-ce qu'elles peuvent continuer sans l'impulsion de l'État ? Elles peuvent, mais sous certaines conditions. La première, c'est que quand on s'adresse à une entreprise ou un chef d'entreprise, pour attirer son regard sur ce sujet de la transition, on est obligé de parler de création de valeur et de rentabilité. Je vais vous donner un exemple d'un industriel avec qui on travaille en ce moment, qui fait des revêtements de sol, revêtements plastiques, et qui est très engagé pour la décarbonation. Lui, son enjeu, c'est le coût de l'énergie. Et en décarbonant, et avec des solutions relativement simples, des panneaux solaires, des pompes à chaleur, de consommer de l'énergie au bon moment, on lui a fait gagner 2 millions d'euros de résultats opérationnels en décarbonant. Donc ça, c'est un levier très très fort parce que quand on fait gagner de l'argent à des entreprises et qu'en même temps on décarbone, ça les intéresse. Donc, mais alors il y a aussi l'exemple inverse. C'est-à-dire que les entreprises pour lesquelles la décarbonation ou l'engagement environnemental, c'est d'abord un coût, et c'est parfois un coût impossible à supporter dans un contexte économique qui peut être difficile, avec une concurrence aggravée, etc. etc. Alors c'est vrai, jusqu'en 2030,
toutes les solutions qui technologiquement sont matures et donc qui ne coûtent pas forcément cher d'un point de vue d'une entreprise sont les technologies qu'il faut mettre en avant pour se décarboner. Et on peut atteindre une très grande partie des objectifs de décarbonation à horizon 2030 avec des choses qui ne coûtent pas très cher et qui sont d'ailleurs probablement relativement rentables pour les entreprises. Donc nous, c'est ça qu'on essaye de mettre en avant. Elles ne sont pas forcément connues, pardon de vous interrompre, ces solutions. En fait, elles sont connues, mais on a mis beaucoup d'emphase sur des technologies hydrogène, capture carbone, qui sont très utiles, mais qui ne sont pas matures forcément aujourd'hui et qui concernent très peu de filières. Pour la majorité des entreprises, les solutions de décarbonation sont finalement parfois relativement peu chères et en fait relativement rentables. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de développer. On essaye de développer des méthodologies pour les entreprises pour qu'elles priorisent les leviers de décarbonation qui sont d'abord rentables, et il y en a un certain nombre. Je parlais de la complémentarité publique-privée, et là en ce moment la France n'a pas de budget. Ça veut dire qu'il y a des... Par exemple, ma prime rénov' s'est arrêtée, tout simplement. Donc il y a le secteur du bâtiment qui se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? On a des objectifs de rénovation, de décarbonation, on ne pourra pas les atteindre. Oui, alors effectivement, et c'est rentable, les solutions doivent être rentables, même sans subvention. Parce qu'en fait, on voit bien que les entreprises agissent dans un cadre où les subventions sont parfois très avantageuses, parfois disparaissent le lendemain. Donc, il faut que ces entreprises-là puissent raisonner dans le moyen terme. Et donc, il faut que les solutions de décarbonation qu'elles mettent en place soient rentables, qu'il y ait des subventions ou pas. Et ça, c'est très, très important. Et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Vous dites, alors, je reprends votre tribune, que l'ESG 1.0 est devenu obsolète. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Oui, alors je pense que c'est dans la même logique d'une deuxième phase après l'accord de Paris qui était il y a 10 ans. On rentre, je pense, sur le monde de la sustainability, de l'ESG, dans une deuxième phase. On a eu, dans cette première phase, beaucoup d'engagements volontaires, beaucoup de reporting, parfois un peu trop. Et aujourd'hui, avec le contexte qu'on connaît, on est obligé de se focaliser avec les entreprises sur la création de valeur et la résilience des chaînes d'approvisionnement et des business models. Par exemple, dans l'agroalimentaire, on voit des risques très importants au niveau des exploitations agricoles qui sont les fournisseurs, par exemple, des grands producteurs, des industriels du lait. Et donc, sur cette industrie particulièrement, on a été regardé avec un grand industriel du lait dans 15 pays, là où il y avait des enjeux de stress hydrique liés à un manque d'eau avec le réchauffement climatique. Est-ce que vous savez combien de litres de lait consomme une vache par jour ? De litres d'eau ? D'eau. Oui. Combien de litres d'eau une vache consomme par jour, non ? 150 litres. C'est quand même pas mal. Donc ça veut dire que cette industrie, s'il n'y a pas d'eau dans un certain nombre d'exploitations, elle va faire face à une baisse de rendement, voire à une exploitation quasi impossible. Et donc ce qu'on a fait avec cet industriel du lait, c'est regarder exactement dans quelles fermes, chez quels agriculteurs il y avait des vrais sujets d'accès à l'eau potentiel aujourd'hui ou potentiellement demain avec un scénario climatique un petit peu dégradé, et de trouver des solutions très concrètes, changer les parcelles, investir, financer des nouveaux matériels pour finalement améliorer la résilience de l'approvisionnement en eau de ces exploitations qui ensuite permet de produire du lait dans des bonnes conditions. Est-ce que, puisqu'on parle d'une nouvelle forme de ESG, est-ce que le directeur de développement durable, il a encore un avenir, ou est-ce que c'est un peu daté, dépassé, ce poste-là ? Il a un avenir, mais il doit se placer dans l'organisation. Dans la stratégie. Dans la stratégie, avec les directeurs financiers, avec les directeurs opérationnels, avec le directeur général. On a eu tendance à penser que le directeur développement durable avait un rôle un petit peu à part de l'organisation parce qu'il favorisait l'impact, et on a considéré que l'impact était en dehors de l'entreprise. Et l'impact est dans l'entreprise, et dans la notion d'impact, il y a aussi la notion de faire émerger des solutions rentables qui sont en ligne avec la stratégie de l'entreprise. Vous l'avez vu, cette évolution, là, au fil des années, elle est déjà en cours. Elle est déjà en cours. Le directeur du développement durable et de la communication, ça n'existe plus, ça, par exemple. Ça existe beaucoup moins.
parce que les directeurs généraux considèrent que c'est maintenant quelque chose de stratégique pour la résilience et la stratégie de l'entreprise. Ouais. Je ne sais pas si vous conseillez des grands groupes qui sont très présents aux États-Unis. Il y a quand même un défi dans un pays dirigé par Donald Trump qui dit que le changement climatique est l'arnaque du siècle, qui interdit un certain nombre de mots, qui coupe les budgets des universités qui travaillent sur le climat. Est-ce qu'on peut continuer d'afficher une ambition environnementale forte quand on fait beaucoup de business aux États-Unis ? La réponse est oui, il faut le faire intelligemment. C'est-à-dire que les choses qui ont été finalement retoquées par Donald Trump et le contexte actuel, c'est la bureaucratie réglementaire liée à l'environnement. Je pense qu'on est probablement allé un tout petit peu trop loin dans ça. Et des engagements volontaires, notamment du monde financier. On a vu que les grands asset managers américains, les grandes banques, se sont un peu repliés sur leurs engagements. Sur le reste, notamment sur la maîtrise des risques climatiques, les États-Unis est un des premiers pays où la maîtrise de ces risques est fondamentale, parce qu'il y a des feux de forêt, il y a des inondations. Donc ils sont soumis eux-mêmes à des conséquences du changement climatique qui sont énormes. Et là-dessus, le marché américain, il est très porteur sur ces enjeux-là. Donc tout dépend du prisme et de la définition qu'on prend de la sustainability, du développement durable. Il y a des choses qui sont non discutables, qui sont l'amélioration de la rentabilité des entreprises, la création de valeur et la création de nouveaux leaders qui vont porter cette nouvelle économie. C'est une nouvelle économie, la transition, et c'est comme ça qu'on le considère chez Bluenomie. Et donc, l'émergence de ces nouveaux leaders, la maîtrise des risques et la création de valeur, c'est des choses que personne ne peut remettre en cause, même Donald Trump. Oui. En fait, l'anticipation du risque, c'est presque... Je vous écoute attentivement là, depuis une dizaine de minutes. C'est presque l'argument qui porte le plus aujourd'hui auprès des chefs d'entreprise. Oui, parce qu'en fait, on va attaquer le sujet climatique d'abord et avant tout par l'angle de la résilience et de la maîtrise du risque, parce que c'est ça qui fait peur aujourd'hui, mais aussi par la création de valeur avec des nouvelles branches de business, des nouvelles opportunités qui sont en train de se développer, parce qu'on voit des marchés qui sont en train de s'ouvrir liés à justement soit la maîtrise de ce risque climatique, soit la décarbonation. Donc c'est vraiment comme ça que le message peut porter positivement et qu'on va avoir finalement beaucoup plus d'impact à court terme. C'est ce qu'on pense chez Bluenomie, c'est que pour avoir de l'impact à court terme, il faut parler le même langage qui porte avec les politiques, mais aussi avec les chefs d'entreprise. Merci beaucoup, Sébastien Guillot. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe au zoom de notre émission. On va parler du marché des quotas d'émissions carbone.